Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais parler de la culture sur balcon et de l'une des problématiques majeures que cela pose, c'est-à-dire la gestion de l'eau. Au sommaire de cette vidéo, il y a principalement 7 axes pour améliorer la culture de plantes sur son balcon. En introduction, vous trouverez également quelques informations sur les facteurs limitants, leur évolution, leur intensification récente liée au réchauffement climatique ainsi qu'à l'urbanisation de notre territoire. En invité, j'aurai le potager minimaliste. Je l'ai connu sur Instagram, lui sur YouTube, et nous nous sommes rencontrés une fois au jardin partagé que j'avais à Grenoble. De son côté, il a lui-même un jardin partagé, mais je pense que le suivre sur Instagram est une meilleure idée pour en savoir un peu plus. Sans plus tarder, je propose de passer à la présentation des différentes problématiques donc, que l'on peut rencontrer lorsque l'on cultive des plantes sur un balcon. La première, et qui est aussi le sujet de cette vidéo, c'est bien sûr l'eau. Je parlerai également de la chaleur, qui est quand même assez liée. Je parlerai du vent, qui est également lié à l'eau. Je parlerai de la place, de l'espace, et je parlerai des nutriments. Alors, l'eau, c'est un facteur qui est assez limitant parce qu'en fait, sans eau, alors bien sûr, les plantes meurent. En amont, si elles n'ont pas beaucoup d'eau, et bien simplement, elles vont stagner, elles vont végéter, leur croissance va être stoppée et éventuellement leur fructification et en amont leur floraison aussi. Savoir doser l'eau, c'est quand même presque une science parce que trop d'eau, on les habitue à en avoir et à la première sécheresse, à la première absence, elles en subissent les conséquences. À l'inverse, pas assez d'eau et bim, elles meurent ou alors on ne produit rien, on n'a plus de plantes qui poussent. Pourquoi l'eau est un tel problème? J'aimerais surtout parler donc du réchauffement climatique. En effet, on vit les années les plus chaudes de notre histoire. Les plus chaudes, mais aussi les plus sèches, puisque nous passons chaque année par des épisodes de sécheresse de plus en plus longs. Pourquoi la sécheresse est un problème au balcon alors qu'on a un robinet et qu'a priori il y a toujours de l'eau qui coule? C'est vrai si on n'a pas une vision un petit peu citoyenne de l'eau. Déjà, il faut savoir que la plupart des départements français, l'année dernière, ont été touchés par des alertes, voire le statut de crise. C'est-à-dire que des mesures ont été prises pour pallier à ce manque d'eau. Dans un premier temps, ça veut dire réduire la consommation de tous les domaines de l'activité humaine, y compris domestique, puisque une des premières mesures qui ont été prises, c'est d'interdire l'arrosage des balcons pendant certaines heures. Donc c'est principalement pendant la journée, ce qui fait sens, on le verra plus tard dans la vidéo. Lorsque le département passe en alerte, on arrive à une interdiction quasi totale d'utiliser de l'eau pour arroser son jardin. Pour l'info, la plupart des départements, 86 départements, étaient encore concernés par des restrictions le 21 septembre 2019. Ajouté à ça, on a également ces épisodes de canicule qui, alors il serait peut-être trop tôt pour dire qu'ils s'accélèrent, mais néanmoins, chaque année, on passe par des épisodes dits de canicule, même si celle de 2003 n'a pas encore été égalée, non pas par l'intensité, mais par sa durée. En effet, en 2019, il y a eu quand même 2 épisodes de canicule qui ont été assez courts,
mais très intense, puisque, pour citer l'un des articles que je vais mettre dans, dans la description de cette vidéo, c'est des températures qui n'ont pas été enregistrées depuis hyper longtemps, peut-être depuis même qu'il y a des mesures à certains endroits en France. Ces deux soucis, la sécheresse donc qui va réduire la capacité à faire venir de l'eau sur son balcon, si toutefois vous avez une conscience environnementale et citoyenne, et la canicule qui va favoriser l'évaporation et la transpiration, l'évaporation de l'eau depuis le substrat, depuis les zones de culture, et qui va favoriser aussi la transpiration par les plantes, font que l'eau est et sera de plus en plus le facteur critique. Pour en revenir plus précisément à la culture sur balcon, les problématiques que l'on peut rencontrer, ce sont dans un premier temps l'espace, c'est-à-dire le nombre de pots que l'on peut mettre, la quantité, on va vraiment parler de surface, pas de volume. Le volume peut être un autre souci, puisque le volume de terre présente un poids, notamment quand il est gorgé d'eau, dans la quasi-impossibilité de savoir combien de poids peut supporter votre balcon. Je vous invite donc à ne pas le blinder, à ne pas le remplir. Une autre problématique, c'est le vent. Ça peut contrebalancer la chaleur d'un côté, mais le vent est aussi un immense facteur de dessèchement, notamment de la surface de la Terre, et puis également, je crois que ça accélère, pareil, la transpiration des plantes. En ville, dans les rues, le vent est accéléré, ce qui accélère l'évaporation et refroidit l'atmosphère pendant l'hiver. Enfin, la dernière problématique majeure, en tout cas celle qui me saute aux yeux sur la culture au balcon, c'est la gestion des nutriments. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'étendre dessus, par contre, je voudrais vous renvoyer à la vidéo du Jardin des Merveilles, qui a très récemment fait une vidéo jeu, une vidéo un peu challenge, défi, pour créer sur son balcon des mini-forêts comestibles. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai envie de publier cette vidéo, c'est plutôt en forme de complément d'informations qui sont peut-être plus ciblées pour la culture en immeuble, en appartement. Néanmoins, il a toute une partie où il va aborder la notion des nutriments ainsi que la notion de strates, de culture. Pour ma part, les nutriments, j'en parlerai rapidement avec le paillage, qui est pour moi une des pistes majeures pour enrichir son substrat de culture dans le temps. Et puis aussi, et en relation avec le vent et la pluie sont bien sûr des facteurs d'appauvrissement de la terre. Le vent peut emporter la matière organique en surface, et puis la pluie qui va venir ruisseler à la surface, qui va peut-être, si on expose trop les jardinières à l'extérieur, qui va petit à petit vider le terreau, qui va le lessiver, qui va le laver, et qui va emporter dans les canalisations des matières qui pourraient servir à alimenter les plantes. C'est donc maintenant le moment de passer aux 7 axes pour améliorer sa culture au balcon. Puisque le principal problème à mes yeux, du moins en été, et même maintenant qu'on est au printemps, mais effectivement on constate qu'il n'y a quand même pas trop de pluie et qu'il commence à y avoir un soleil pas très nuageux qui tape et qui s'accumule bien sûr dans la terre, dans les pots, sur les murs. Le premier et à mes yeux peut-être le plus important facteur pour limiter l'évaporation et la chaleur, la transpiration des plantes, c'est l'ombre. L'ombre, bien sûr tu sais ce que c'est, j'ai quelques pistes à te proposer. Celle que j'utilise moi principalement sur mon balcon,
c'est l'emploi de canis, c'est-à-dire de matériaux qui viennent, de matériaux plus ou moins opaques, qui viennent créer un mur et couper la lumière directe du soleil. Alors il y a plein de manières, d'autres manières. Donc moi j'utilise aussi des cagettes que je vais récupérer dans les magasins. J'utilise également un parasol quand il n'y a pas trop de vent. Et puis j'utilise une contre-strate parce qu'on voit la strate arbustive telle qu'elle est présentée par Bill Mollison ou justement dans la vidéo du Jardin des Merveilles, où on va vouloir exposer le plus possible, donc là c'est le sud, c'est le soleil, c'est exposer plusieurs niveaux de végétation au soleil. Là on va vouloir faire l'inverse, on va vouloir poser face au soleil les pots les plus volumineux et les plus hauts pour faire de l'ombre projetée sur les pots qui se trouvent derrière. J'ai également, et c'est plus du domaine de l'anecdote, une brouette qui vient m'apporter une chaleur, une ombre. En dessous et en dessous, je peux poser des plantes. Je note peut-être également que l'eau qui est contenue dedans peut éventuellement rafraîchir l'atmosphère autour, bien que ça soit quand même très limité, notamment quand il y a du vent et que la fraîcheur est emmenée au loin. Toutefois, pour revenir aux strates de végétation, il y a également une excellente technique qui consiste à avoir des végétaux qui vont grimper, qui vont buissonner. Alors je pense, et c'est ça l'exemple le plus marquant que j'ai sur mon balcon, c'est la vesse qui va pouvoir monter le long de certains supports comme des tiges de céréales, des tuteurs. Là je vois par exemple que j'ai des bambous qui servent de tuteurs, mais ça monte également sur le tuteur de mon kiwi. Et donc ça crée un immense volume de végétation qui abrite derrière toutes les plantes. Un autre aspect à observer avec l'ombre, à observer quotidiennement mais aussi par saison. Selon la saison, le soleil ne va pas décrire la même course. En été, le soleil est beaucoup plus haut dans le ciel et donc va frapper de façon plus verticale. Les buissons peuvent permettre d'abriter déjà les plantes qui se trouvent au-dessous, comme un parasol, comme éventuellement des petits arbustes aussi qu'on voudrait voir pousser sur son balcon. Je disais également de bien visualiser l'ombre, ou plutôt l'exposition du soleil quotidiennement, puisque il y a quand même presque 180 degrés de variance entre le matin et l'après-midi, du moins en été, entre la direction du soleil. Donc si moi par exemple j'ai une partie de mon balcon qui est exposée à l'est et l'autre au sud, l'est est très bien protégé par les cagettes le matin, par contre le reste du balcon sud ne l'est pas. En revanche, en fin de journée, quand le soleil est au sud-ouest, ce qui était protégé par les cagettes à l'est ne l'est plus du tout. Alors juste un petit point par rapport à l'ombre avant de passer au suivant, c'est que trop d'ombre, de la même manière que pas assez d'eau, ça peut freiner la croissance des plantes puisqu'elles ont forcément besoin d'avoir du soleil pour faire de la photosynthèse. Sans photosynthèse, il n'y a pas de croissance. Voilà, donc ne pas tout mettre à l'ombre parce que après vous aurez simplement plus de croissance de vos végétaux, ils resteront à la même taille, voire si vous n'êtes pas tout à fait au sud, ils risquent de choper des maladies de l'humidité comme l'oïdium, voilà, ou toutes sortes de petits champignons qui pourraient se développer sur les tiges, voire sur les racines. Le deuxième axe important pour la culture au balcon, c'est le paillage. Le paillage, donc ça c'est un basique de la permaculture. Ça consiste en quoi? Ça consiste à poser une couche entre le substrat et l'air, une couche qui peut être... alors on va privilégier l'organique d'une part parce que c'est renouvelable, parce que c'est beaucoup plus facile de s'approvisionner et peut-être de maintenir d'une certaine manière en place, mais ça pourrait très bien être du plastique, ça pourrait être des cailloux en fait, on peut mettre des cailloux qui vont empêcher l'eau de remonter. Donc là on arrive aux fonctions du paillage. Pourquoi je vous propose de pailler? Et bien simplement
le paillage, il a 2-3 fonctions majeures. La première fonction, c'est de réfléchir les rayons du soleil. La terre, le terreau, moi que j'utilise, il est très sombre. La plupart des terres sont sombres, en tout cas elles sont bien riches en nutriments. Et donc c'est une couleur, une non-couleur, pardon, qui absorbe énormément la chaleur. Et donc un terreau chaud, c'est un terreau qui va faire s'évaporer l'eau qui est à l'intérieur beaucoup plus vite. Donc la première fonction du paillage, surtout les paillages un peu clairs comme le paillis de chanvre, mais également la paille, les épluchures séchées ont des couleurs plutôt claires qui réfléchissent le soleil. La deuxième fonction du paillage, qui est peut-être en fait la plus notable en termes d'efficacité, c'est que une couche assez épaisse ou assez hermétique va empêcher l'eau simplement de s'évaporer. Alors avec de la paille, il en faut quand même une certaine quantité puisque c'est pas un matériau qui est hyper, tu vois, il y a beaucoup d'espace dans la paille. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple. En revanche, le paillis de chanvre que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière est un super paillage parce que en fait comme c'est fait de plein de petits copeaux, ces copeaux une fois qu'on va les arroser quelques fois, ils vont en fait se faire comme un puzzle et s'emboîter les uns dans les autres et ça va faire très vite justement cette petite couche imperméable qui empêche l'eau de passer. Alors bien sûr ça empêche l'eau de passer dans un sens et c'est là où aussi ça peut être un peu gênant, c'est que pour l'arrosage ça peut plus facilement ruisseler à la surface. Les paillis organiques qui sèchent avec le soleil vont également boire une certaine quantité de l'eau qui va tomber avec la pluie, mais aussi quand on va devoir arroser les plantes. Un troisième intérêt du paillage, c'est donc, pour en revenir aux nutriments que j'ai abordés au début de cette vidéo, une manière de nourrir son sol. Alors c'est là que je note que c'est un point quand même assez secondaire parce que la plupart des mulch qu'on va utiliser paillages qu'on va utiliser sont plutôt riches en carbone. Donc je pense qu'on peut aussi créer des fins d'azote, c'est-à-dire un déséquilibre entre carbone et azote. Ce déséquilibre peut être peut-être compensé. Alors là, je n'ai pas de fait à montrer, mais il pourrait être compensé par l'apport d'épluchures et de déchets alimentaires, point sur lequel j'aimerais quand même mettre un gros point d'avertissement, c'est que si vous mettez trop de déchets organiques complexes, des choses qui vont mettre du temps à se décomposer ou du temps à sécher, des choses que simplement des petits champignons ou vraiment des tout petits insectes ne peuvent pas décomposer eux-mêmes, c'est que vous allez commencer à avoir une certaine faune qui va se développer et qui n'est pas souhaitable forcément en immeuble, en appartement, surtout vis-à-vis des voisins. Alors pour pailler, j'utilise des restes de précédentes cultures. Là dans ma main, je suis en train de casser des petites cosses de radis. Et là maintenant, ce qui reste, c'est vraiment les graines. Il reste encore quelques morceaux. Si je souffle un peu plus, j'arriverai à mieux extraire les graines. Mais surtout, ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, je vais réutiliser toute cette matière, ces branches, ces petites feuilles, et puis là, donc, des restes, pareil, de culture de l'année dernière, cette fois-ci sur le balcon. Là, comme elles sont assez grosses, j'utilise soit le sécateur, soit les ciseaux, et j'en fais une sorte de petit paillage, de petit mulch. Et puis je le répartis en fonction de la taille de ce que j'obtiens. Donc avec des branches plutôt comme ça, je vais le mettre au pied de plantes déjà bien développées comme ce pied de tomate, dans lequel voilà, je peux mettre des plus gros morceaux sans craindre de les écraser ou de gêner la germinaison de petites plantes. Par contre, c'est vrai que pour les plantes qui sont encore toutes jeunes, comme ici, là c'est du diaratou, je crois, c'est une plante exotique. Là, entre l'aubergine et la tomate,
Et donc là, je vais plutôt prendre vraiment les plus petits morceaux et je vais le saupoudrer comme ça, juste pour masquer la terre des rayons du soleil. Voilà, troisième point, on arrive à l'arrosage. L'arrosage, donc je disais, l'eau c'est le facteur le plus limitant pour la croissance des plantes et voire le facteur le plus critique, puisque sans eau, les plantes meurent sans espoir de régénérer ensuite. Parce qu'on peut voir effectivement des végétaux qui vont jaunir, qui vont flétrir. Des fois, c'est à l'échelle même d'une journée. Par exemple, les cucurbitacées ou certaines feuilles. Là, par exemple, je pense à ma consoude, je pense à certaines brassicacées qui poussent sur mon balcon. Je dis brassicacées, c'est pas pour faire stylé, mais c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste que ça ressemble à des choux, mais ça pourrait être très bien peut-être du colza ou d'autres choses. En fait, dans la journée, au plus chaud de la journée, ils vont avoir les feuilles toutes molles, comme s'ils étaient vraiment en manque d'eau. Et à la fin de la journée, en revanche, leurs feuilles vont être redynamisées. Elles vont être donc faut pas trop s'inquiéter, faut plutôt regarder le matin et juste avant la tombée de la nuit pour voir si effectivement la plante a soif. Et puis donc si les plantes jaunissent, elles sont pas forcément mortes, elles vont des fois vouloir se débarrasser de certaines parties de leur organisme pour avoir une consommation moindre d'eau, une consommation plus adaptée à ce qu'elles peuvent simplement drainer et stocker depuis le substrat. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir des végétaux qui sèchent tant qu'ils ne sèchent pas complètement. Il y a des végétaux comme ça, ils vont subsister au minimum, ils vont presque plus avoir de feuilles. Et pourtant, dès que ça va de nouveau l'automne, et pam, ils vont rejaillir, ils vont être de nouveau bien en forme. Donc pour en revenir à l'arrosage et comment gérer un petit peu cet apport en eau, sachant qu'on veut au maximum se passer de l'eau du robinet, qui est une eau potable, donc une eau plus précieuse. La difficulté, effectivement, en appartement, en immeuble, c'est que en fait, on peut difficilement récupérer de l'eau. Contrairement au potager minimaliste qui est en terrasse, en plein pied, lui, il peut détourner l'eau des canalisations et puis mettre en dessous des réservoirs. D'ailleurs, je pense que c'est le moment d'inclure sa vidéo. Alors, je vais vous partager une petite astuce pour récupérer l'eau de pluie en ville, une astuce toute simple. Et avant ça, j'ai passé un petit message. Voilà, pour moi, je trouve qu'en ville, on récupère pas assez d'eau de pluie. Tout simplement, voilà, tout est fait en ville. Les toits, les routes, les trottoirs, tout est fait pour que l'eau quitte le plus rapidement la ville. Et c'est un problème. Et voilà, en plus qu'on n'a pas assez de végétaux en ville, il faut qu'on retienne l'eau et qu'on plante plus de végétaux. Et même vous, en plantant juste une petite salade ou un plant de tomates ou aller dans un jardin partagé, planter un arbre ou d'autres plants de tomates, c'est déjà un grand geste. Si tout le monde fait ça, on a tous à y gagner. Voilà, l'astuce est simple, c'est récupérer l'eau de pluie avec le chéneau en fait. Regardez sur votre terrasse, sur votre balcon si vous avez un chéneau. Et voilà, si vous avez un balcon, moi ce que je vous conseille c'est de pas mettre de bidon. Enfin, on va déjà plutôt commencer par la terrasse. Si vous avez une terrasse de plein pied, le poids c'est pas un problème. Donc là, moi je suis de plein pied. Donc, du coup, je vais mettre un gros bidon de 200 litres. Et c'est très rapide, quoi. Il suffit de quelques millimètres. Moi, en 2 mm de pluie, j'ai 200 litres d'eau, quoi. Et donc voilà, je vais mettre un gros bidon bleu. Alors les bidons bleus, on peut les trouver sur le Bon Coin, d'occasion. On peut en trouver aussi dans les coopératives agricoles. En général, ils s'en débarrassent des fois. Donc téléphonez aux coopératives agricoles près de chez vous, regardez sur le Bon Coin, il y en aura sûrement. Et donc voilà, moi j'ai juste démonté la partie du bas, qui partait en bas, là, qui faisait un coude en bas. Du coup je l'ai démonté, là je vais mettre un coude, c'est un angle droit, et le bidon, le gros bidon. Du coup quand il pleut, hop, ça remplit le bidon, après je referme pour les moustiques. Donc là je vais mettre un film moustiquaire. Donc voilà, si vous êtes sur un balcon, voilà, je vous conseille pas mettre... je vous conseille vraiment pas de mettre un gros bidon super lourd, quoi. Ce que vous pouvez faire, c'est en général il y a toujours un joint dans le chéneau. Et ce que vous pouvez faire, c'est la partie du haut, vous la soulevez un peu, et en coupant une bouteille en plastique, vous
coupez le cul d'une bouteille en plastique et vous faites un entonnoir quoi, et que vous glissez dans le joint. Et après vous mettez votre arrosoir et quand il pleut en général vous pouvez récupérer pas mal d'eau comme ça. Voilà. Après s'il n'a pas plu depuis longtemps, ce que je vous conseille c'est au début de la première pluie attendre un petit peu parce qu'il y a souvent de la mousse, toute la merde qui est laissée rencontrer, puis après l'eau est plus claire. Voilà pour l'astuce. Une bouteille pour vous montrer, voilà, il y a juste à mettre découper la bouteille sur le cul là et la mettre comme ça et mettre votre arrosoir dessus. Et il y a moyen de récupérer bien sûr. Voilà, c'est juste ça donne ça. Voilà. Pour en revenir au balcon, si vous n'êtes pas dans un balcon qui est encastré, c'est-à-dire que vous avez le ciel au-dessus de vous, eh bien le mieux c'est encore de se caler sur la pluie. C'est-à-dire ne faites pas un gros arrosage si il pleut le lendemain ou le surlendemain ou même le soir. Ça serait une fois gâcher de l'eau potable. Le deuxième aspect que j'ai déjà abordé, c'est arroser quand les plantes en ont besoin. Une des meilleures manières de savoir si vos plantes et vos pots ont besoin d'être arrosés, c'est encore de les soulever. Attention aux semis qui sont beaucoup plus sensibles. Attention aux plantes qu'on vient juste de mettre en terre. Attention aux boutures que je déconseillerais de faire pendant l'été parce que simplement ça va se dessécher plus vite et les boutures ayant moins d'organes qui captent l'eau, moins de racines, et ben ça va simplement les tuer. Et puis un aspect qui est travaillé, je crois, par Pascal Prout et puis de manière générale par les permaculteurs, je crois avoir entendu ça plusieurs fois sur la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. C'est il faut habituer les plantes à recevoir moins d'eau. Un point important avec l'arrosage, c'est de ne pas arroser en plein milieu de la journée quand il fait le plus chaud. Les arroser dans la journée, c'est la meilleure manière de la faire s'évaporer presque immédiatement ensuite. Le mieux c'est d'arroser en fin de journée puisque pendant la nuit où il fera frais, les racines auront le temps de bien capter toute l'eau. On peut également les arroser le matin tôt, mais voilà, il y aura moins de temps pendant lequel l'eau va stagner à l'intérieur de la jardinière. Parce que effectivement, et c'est le point 6 ou 5, je sais plus, la taille des pots fait beaucoup. Les pots qui sont assez pas très hauts, malheureusement en 3-4 jours ils sont secs. Donc voilà, maximiser autant que possible la durée d'humidité du substrat. Voilà. Une autre astuce pour bien arroser, c'est d'utiliser les sprays, les petits sprays là, les pchit, pchit, ou la pompe là comme ça qu'on peut utiliser aussi en bricolage pour asperger les murs. Ça, l'avantage c'est que ça va poser des petites gouttelettes. Et contrairement à l'arrosoir qui va mettre d'un coup une bonne quantité d'eau, même si on essaie d'être toujours délicat, et ben en fait ça va ruisseler et puis ça va se trouver soit bon au mieux entre guillemets dans les coupelles et au pire si on n'en a pas, un grand jet d'eau ça va faire ruisseler, ça va emmener l'eau par terre et éventuellement aussi le paillage, aussi des graines qu'on aurait semées récemment. Donc le spray c'est vraiment pas mal. Au moins pour attaquer la surface en fin de journée, commencez par sprayer le terreau parce que la terre qui a séché elle devient hydrophobe, l'eau ne peut pas rentrer dedans. Il faut un certain temps et des petites gouttelettes ça aide vraiment à réhumidifier le terreau. Donc moi ce que je fais c'est hop, j'arrive, je passe un premier coup comme ça, juste. Et là la terre, donc les gouttes elles vont même rester à la surface de la terre, elles vont même pas rentrer. C'est que après quelques secondes, quelques minutes même des fois que l'eau va rentrer. Là, je repasse un deuxième coup avec le spray un peu plus, comme ça va pouvoir rentrer un peu en profondeur et préparer le terreau pour un troisième passage avec l'arrosoir. Et là, ça va être plutôt pour arroser en profondeur. L'idée, c'est de bien mettre des grandes rations. Là, je me souviens plus dans quelle vidéo, de quel permaculteur j'ai vu ça, mais qui disait, quitte à arroser ta tomate, par exemple, ou n'importe quoi, qui commence à souffrir de la sécheresse, tu mets pas un petit litre, t'arroses pas vite à la surface. Il faut bien mettre la blinde sur le pied de tomate pour que l'eau aille bien profondément et que la plante en général
envoie ses racines le plus profondément possible, là où l'humidité est la plus, en fait, la plus présente. Voilà. Voilà, le dernier aspect sur l'arrosage, c'est d'utiliser des coupelles. Les coupelles aussi pour la récupération de l'eau. Je voulais faire en fait un quatrième point, mais je vois que je me suis un peu mélangé sur la récupération de l'eau. Donc en théorie, si j'ai bien monté ma vidéo, tu as déjà vu la vidéo du potager minimaliste. D'autres pistes que je peux aborder pour la récupération de l'eau, qui est quand même, comme je dis, très difficile en immeuble, en appartement, c'est de réutiliser l'eau de rinçage. L'eau de rinçage des légumes. Quand tu vas nettoyer des légumes, tu mets un récipient en dessous, comme pour la salade. Quand tu les sors, hop, voilà, au lieu de jeter l'eau, tu la mets sur ton balcon. Si tu le fais en plein jour, tu prends un seau et puis tu attends que la fin de journée arrive. Voilà. Ce que je peux proposer, mais que je te laisse juger, c'est d'utiliser aussi peut-être l'eau de la vaisselle, mais comme je l'ai dit, ça peut favoriser l'apparition de nuisibles. Je peux également te proposer de réutiliser l'eau de la douche, bien que je ne connaisse pas les effets à long terme du savon dans l'eau. Toutefois, voilà, en été, quand on veut se rafraîchir, on prend, des fois on passe une petite minute comme ça sous la douche. Voilà, essaie de te débrouiller, même si ça gicle de partout, essaie de mettre une bassine en dessous, et là tu récupères quoi, 3, 4, 5 litres. Et puis quand tu te douches, bien sûr il y a du savon, je sais pas ce que ça fait aux plantes, mais si vraiment tu as envie d'économiser, moi je sais que la sécheresse ça m'angoisse. Ça m'est arrivé l'année dernière de voir que quand ça faisait un mois qu'il pleuvait pas, je me dis putain, mais je tire quand même peut-être 5-10 litres d'eau par jour, autant l'utiliser, autant le transférer dans la douche et puis l'utiliser ensuite sur le balcon. Dans sa vidéo, le Jardin des Merveilles parle d'utiliser l'urine au jardin, donc moi, comme je te dis, je te laisse seul juge. Moi, je le ferai pas, j'ai essayé l'année dernière, mais l'odeur est quand même si t'en mets un tout petit peu, il y a quand même cette petite odeur comme ça, musquée, et j'ai pas du tout envie de créer du trouble avec mes voisins, donc j'évite au maximum. Mais ça peut aussi aller dans la piste de la chasse d'eau valorisée. Si tu pisses pas dans tes toilettes et qu'à la place tu pisses dans ton arrosoir, voilà, tu peux te permettre de rajouter un petit peu d'eau dedans, sachant que si tu utilises de l'urine, d'après le mec là, l'urine de l'or au jardin, il faudrait mettre 1/10 d'urine pour le reste d'eau, sinon c'est trop fort. Et puis évidemment quand il pleut, tu peux mettre des récipients à l'extérieur pour essayer de capter un peu d'eau, mais ça sera jamais énorme, ça sera toujours moins que ce qui ruisselle le long des toits et qui s'en va dans les gouttières. Pour les récipients, tu peux en profiter pendant l'hiver, l'automne, le printemps, les périodes où c'est plus humide, pour disposer tes récipients à l'extérieur. C'est ce que je fais avec ma brouette, sauf que ma brouette, je m'en sers pas vraiment pour arroser les plantes, c'est plus pour que les oiseaux ils viennent se rafraîchir. C'est aussi là pour faire joli, pour réfléchir la lumière du soleil pendant les périodes plus sombres. Ensuite, le cinquième point, c'est le type de pot. Donc là, je vais aller assez vite. Comme le Jardin des Merveilles, je conseille pas du tout les pots, les petits pots ronds comme ça. Je conseille pas non plus les jardinières en longueur, même si j'en ai quand même pas mal. Mais ça, c'est plus ce que j'ai pu récupérer comme pot. Et aussi, je pense, au moment où je vais déménager, parce que je vais sans doute pas rester là des années, ça sera beaucoup plus simple à déménager que tous ces gros pots que j'ai pu aussi accumuler. Mais l'idéal, c'est quand même les pots qui sont hauts comme ça. Un autre facteur intéressant pour les pots, c'est de les avoir clairs, parce que de la même manière que la terre étant sombre absorbe la chaleur, les pots sombres absorbent la chaleur et donc vont chauffer la terre, vont accélérer l'évaporation de l'eau, puis vont chauffer les racines, et je suis pas sûr que les plantes elles soient bien contentes quand leurs racines sont chaudes, sont au chaud. Enfin, je pense qu'on peut viser des diamètres de pots les plus réduits possibles. Parce que comme c'est par la terre que s'évapore l'eau, quand tu vas avoir un pot très évasé comme ça, moi j'ai des coupelles, je trouve que c'est quand même pas idéal. L'eau, en fait, plus de terre, plus de surface d'évaporation. Voilà. Je pense que pour les types de pots, il n'y a pas non plus trop de choses à rajouter. Donc je passe au substrat. Là, on va aller assez vite, c'est la fin de la vidéo et puis c'est des points, on va dire, assez secondaires.
Le 6e point, c'est les substrats. Je déconseillerais d'utiliser que du terreau. Le terreau, c'est bien pour faire les semis, c'est bien pour enrichir la terre. Mais c'est un matériau qui est fait pour être léger. Un matériau qui est fait pour que les racines se développent. Très léger, pas très dense. Et donc, c'est aussi par cette raison que l'eau s'évapore rapidement. J'ai fait des tests, j'ai récupéré de la poudre, de la poussière d'argile et j'ai commencé à la mettre à la surface de mes pots. J'ai sprayé ensuite pour pas que ça l'emmène, comme c'est une poudre, ça aurait pu l'emmener très vite. Et donc, en fait, ça alourdit mes pots, ça lui fait pas gagner forcément du volume, mais l'argile étant réputée pour en fait, fixer des nutriments plus durablement dans le sol, en plus, et j'aurais peut-être dû commencer par là, l'argile est surtout connue pour conserver l'humidité plus longtemps. C'est une des pistes que j'étudie pour rendre mon terreau plus, comment dire, qui puisse davantage stocker de l'eau dans le temps. Je conseillerais également d'aller récupérer de la terre dehors, dans des terrains vagues. Faut voir que c'est pas des terrains vagues industriels. Et, bon, c'est pas forcément une bonne idée. Plutôt dans des lieux qui sont plus naturels, peut-être des forêts, peut-être des prairies. Attention, bien sûr, à pas détraquer les écosystèmes. Hein, mais alors, ça peut être un point négatif, mais quand tu vas récupérer de la terre dehors, t'inocules en fait ton espace de culture avec beaucoup de graines, avec des graines qui poussent naturellement dans la région dans laquelle tu vis. Donc, des plantes adaptées aux conditions climatiques, des plantes aussi qui sont régénératrices. On va plutôt parler dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des graines qui se réveillent quand des conditions de terrain et de climat sont réunies. Ce qui pousse naturellement quelque part, c'est en théorie ce qui est le plus adapté pour le terreau maintenant. Et si on se base aussi sur la théorie de la succession écologique, c'est également les plantes les plus en mesure de faire transitionner la zone de culture vers son état stabilisé, son climax, c'est-à-dire la forêt. Enfin, pour les semis, dernier point, et c'est plutôt du bon sens, je vais aller très vite là-dessus, voilà, peut-être deux points séparés. Les semis, faites-les à l'intérieur, dans un endroit où il fait plus frais, parce que surtout quand les plantes ne sont pas sorties, elles n'ont pas besoin de soleil. Elles ont besoin d'être au chaud, c'est vrai, mais en étant en plein soleil. Cette terre, on ne peut pas trop pailler, parce que sinon les plantes vont plus pouvoir percer le paillage. Ces plantes, mettez-les à l'intérieur, comme ça l'humidité reste plus longtemps, elles ont plus frais et vous avez moins besoin de les arroser. C'est la fin de cette vidéo, elle était un peu longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Je remercie le potager minimaliste, dont je vais donner le lien vers le Instagram et le site dans la description. Je remercie aussi tous les permaculteurs de YouTube qui font des vidéos, qui nous inspirent et nous donnent des pistes et nous donnent envie d'avoir nous aussi des terrains pour faire des trucs trop stylés comme eux. Merci à vous, je vous invite à partager aussi vos astuces pour la culture sur balcon, que ce soit plein sud ou avec des expositions différentes. Bonne continuation, on n'est pas en manque de solutions, c'est ça le plus important, ne pas être angoissé, surtout ne pas être défaitiste.